Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis pour étudier ensemble aujourd'hui l'ensemble des problématiques concernant une pathologie extrêmement fréquente dans le monde du travail. C'est ce qu'on appelle la dermatologie professionnelle. C'est vrai que si on fait un tout petit peu d'histoire sur cette pathologie extrêmement fréquente, on s'aperçoit que le premier symposium international sur ce domaine s'est réalisé il y a 55 ans à Lille, en juin de 1955, où mon maître, le professeur Claude Hurier, parlait à l'époque, comme vous le voyez, de péril cutané, de rançon du procès technique, du règne des produits chimiques. Il utilisait déjà des onomatopées que l'on peut retrouver à l'heure actuelle, que ce soit dans la problématique des risques psychosociaux ou dans la problématique des TMS. Et c'est vrai qu'il y avait eu un ouvrage qui était paru à cette époque dans le cadre des archives des maladies professionnelles et qui confirmait l'intérêt de cette problématique. Alors quand on regarde les chiffres entre 1955 et 2000, on s'aperçoit qu'à l'époque, vous le voyez, 55 à 80% des dermatoses étaient des maladies professionnelles avec une incidence de l'ordre de 1,2% des travailleurs américains touchés, et on parlait aussi à l'époque de 2 à 20% d'eczéma d'origine professionnelle. Comme vous le voyez aussi, on essayait d'évaluer sur un plan économique les coûts représentés et on parlait donc de 100 millions de dollars sur l'importance de ces dermatoses. Avec mon collègue et ami, le professeur Jean-Marie Lachapelle de Bruxelles, j'avais fait un certain nombre d'études entre 1990 et 1995 sur cette problématique des dermatoses professionnelles. Et quand on faisait effectivement les panoramas sur les différents pays européens ou francophones, on s'apercevait que globalement parlant, un tiers à un quart des salariés ou des maladies professionnelles représentaient des maladies professionnelles, que ce soit en Finlande, que ce soit au Québec. Et là aussi, dans une étude qui avait été faite sur un plan européen, on s'apercevait que 65% des travailleurs porteurs d'une dermatose professionnelle avaient moins de 35 ans. Ce qui souligne déjà, dès le départ, l'importance de la problématique de l'apprentissage et l'importance du rôle du médecin du travail au démarrage d'une vie professionnelle. Et la question qui se pose maintenant, effectivement, 55 ans après, c'est quelle est la réalité de cette dermatologie professionnelle? Est-ce toujours un pan entier des maladies professionnelles? Est-ce une curiosité? Quelles sont les difficultés en termes de prise en charge, en termes de réparation? Quelles seront les réalités que vous aurez dans le cadre de vos pratiques professionnelles? Tout d'abord, de manière simple, la notion de dermatologie professionnelle reste effectivement quelque chose de très fréquent. Très fréquent car environ 50% de la pathologie professionnelle est résumée par différentes manifestations cutanées. Donc en tant qu'acteur du monde professionnel, en tant que médecin généraliste, en tant que médecin du travail, ce sont des pathologies que vous rencontrerez forcément. La difficulté, ça sera à la fois de faire le diagnostic et à la fois de pouvoir raccrocher ou rattacher cette pathologie à l'activité professionnelle. Si vous étiez dermatologue, je vous aurais dit que la pathologie professionnelle cutanée représente, elle, 10% des pathologies dermatologiques. Donc là aussi, pour les dermatologues installés, cette pathologie professionnelle est quelque chose de fréquent. Et bien entendu, le diagnostic différentiel sera assez important pour éviter de confondre eczéma, psoriasis, urticaire et toute autre pathologie cutanée. Globalement parlant, en termes d'incidence, à l'heure actuelle, depuis les années 2000, on considère que 1 à 2% des salariés, des travailleurs, ont été atteints par une pathologie cutanée. Donc ce qui montre bien l'importance du phénomène. Mais avant d'essayer d'approfondir, j'allais dire, ces domaines particuliers de domaine cutané, essayons de nous entendre sur une définition. Définition qui est, j'allais dire, assez simple, mais qui est reprise sur le plan international. La dermatologie professionnelle, c'est l'ensemble des dermatoses, dont la cause peut résulter en tout ou partie des conditions dans lesquelles le travail est exercé. Donc on fait bien un lien entre la survenue d'une pathologie, l'exposition à un risque ou à un geste professionnel, et cette dermatose peut être expliquée en tout ou partie. Et vous voyez que cette définition soit peut être prise dans un sens très réparation
au sens français du terme, et on peut avoir une approche très restrictive en disant il faudra qu'il y ait un lien direct, par exemple, comme vous pouvez avoir une définition, on va dire, plus globaliste, voire reprise sur un plan international. On peut évoquer à ce moment-là de reprendre les dermatoses qui sont aggravées par le travail, et ce sont des discussions que l'on peut avoir dans les symposiums internationaux. Il est effectif que ces dermatoses sont très fréquentes parce qu'il y a de très nombreux produits, qu'elles ne sont pas toutes réparées dans notre système de maladies professionnelles, mais ce sont toutes des pathologies que vous rencontrerez dans votre quotidien. Et la phrase que je souhaiterais que vous reteniez au démarrage, c'est que dans le cadre de la dermatologie professionnelle, la prévention reste la démarche majeure. Prévenir, c'est guérir, disaient nos grands-mères, mais prévenir en termes de dermatologie, c'est effectivement diminuer de 50% la pathologie professionnelle cutanée. On le verra ensuite. Alors, un petit peu de rappel, car effectivement, vous avez appris très vraisemblablement le revêtement cutané lors de votre première année de médecine, voire la deuxième année, et vous avez tout oublié en fonction des éléments actuels de recrutement. Et vous le savez, la peau est un organe, c'est un organe de protection, c'est un organe barrière. Et trop souvent, on ignore l'intérêt d'entretenir sa surface cutanée pour entretenir les qualités de la barrière. Comme une porte, il faut la lasurer, comme un volet, il faut le nettoyer. Donc derrière ces fonctions barrières de la peau, j'en ai retenu 4 sur les 7 fonctions physiologiques qu'a la peau. Une première, c'est la fonction de la couche cornée. Cette couche cornée qui est liée, vous le savez, à la présence des kératinocytes qui vont se multiplier de manière très régulière et qui vont nous donner un système de multicouches type mur de briques. Ce système de couche cornée va permettre à la fois une résistance mécanique solide, mais dans le même temps, de par le fait de ce système multicouche, le passage de molécules à l'intérieur de cette couche cornée. C'est ce qui nous permet d'ailleurs l'utilisation de la voie cutanée comme voie thérapeutique, où on va bien entendu utiliser ce principe de diffusion. Vous avez appris là aussi en P1 la notion d'équation de Fick. On peut tout à fait calculer quelle est la quantité de molécules qui va pouvoir passer par l'intermédiaire de cette couche cutanée. Bien entendu, si on parle de diffusion, on va avoir des diffusions pour des molécules thérapeutiques. Vous comprenez bien qu'on ait une diffusion pour des substances industrielles, en particulier des substances industrielles lipophiles, on y reviendra, comme les solvants, les pesticides. Deuxième type de barrière, qui est aussi très fréquente en termes d'utilisation dans le monde professionnel, bien sûr, c'est l'exposition solaire. Que l'on soit ouvrier du BTP, qu'on soit dans le monde agricole, qu'on soit pêcheur, qu'on soit tout simplement éboueur, on peut effectivement être exposé à ce soleil avec donc cette notion de mise en place d'un système de défense par l'intermédiaire des mélanocytes. Et l'intérêt de ce système mélanocytaire, plus ou moins développé en fonction du phototype de chacun, et donc vous allez avoir le problème des peaux claires, des peaux basanées, des peaux claires avec cheveux roux, etc. Ça va nous permettre de mieux apprécier les capacités de résistance de la surface cutanée du salarié qu'on a devant nous. Donc on le voit, à la fois la peau va nous protéger contre le rayonnement solaire, à la fois la peau va nous protéger sur un plan mécanique, mais en même temps va permettre la diffusion de molécules, mais en même temps la peau, elle est résistante. Elle est résistante parce que ce système de multicouches, de kératinocytes dont je parlais tout à l'heure, va s'appuyer sur un matelas permettant, avec le derme et l'hypoderme, de pouvoir résister au choc. Essayez de prendre quelque chose de pointu et de vous percer la peau, vous verrez qu'il faut effectivement appuyer de manière relativement importante, surtout si l'objet n'est pas aiguisé. Et donc c'est vrai que cette résistance cutanée, en particulier, j'allais dire, au choc ou aux abrasures, donne cet aspect armure. Et quand on dit qu'il faut entretenir sa surface cutanée, c'est bien pour permettre à la fois de maintenir une peau résistante, mais aussi une peau souple.
Et tant que la peau va rester effectivement un peu moite, un peu souple, un peu comme du cuir qui brille et qui a été, j'allais dire, entretenu, dans ce cas-là, la barrière cutanée fonctionnera et elle évitera le passage de molécules dangereuses qui pourront donner ultérieurement des problèmes. Diffusion, rayonnement ultraviolet, choc. Dernier point sur lequel je voudrais insister dans le cadre de cette barrière cutanée, c'est très fréquent en milieu hospitalier. En tant que médecin, vous allez devoir très régulièrement, pour éviter les infections nosocomiales, vous laver les mains, vous les sécher, utiliser différents savons, solutions hydroalcoolisées. Ce sont autant d'agresseurs au niveau de cette surface cutanée où vous allez abraser votre flore saprophyte et donc faciliter la survenue de différents écosystèmes microbiens. Et il est vrai qu'il existe une protection physiologique cutanée au niveau de cette flore saprophyte et il nous faudra, en tant, j'allais dire que médecin, bien rappeler, en particulier au personnel des milieux de soins, de savoir entretenir sa main à la fois sur le plan mécanique, à la fois sur le plan souplesse, mais aussi à la fois sur le plan contamination bactérienne avec des solutions qui permettent effectivement cette régénération du système cutané. Donc, comme on le voit, la peau est un vrai organe de protection. Et je n'ai pas parlé de la barrière chaleur, je n'ai pas parlé de la barrière prurigineuse, je n'ai pas parlé de la barrière chimique, il y en a effectivement beaucoup d'autres. Quand on regarde effectivement dans cette couche cornée normale, la représentation qui en est faite avec ce mur de briques cher à nos maisons du Nord, on s'aperçoit que cette fonction barrière qui est représentée par le ciment intercellulaire entre les briques, là est portée par ce qu'on appelle les lipides intercellulaires. Ces lipides intercellulaires, dans le cadre des desmosomes, va permettre ce qu'on appelle une perte en eau, une diffusion en eau, à la fois extérieure, et on peut tout à fait calculer ce qu'on appelle la perte en eau transépidermique, mais dans le même temps va permettre le passage de molécules à travers ces lipides intercellulaires. Et on va pouvoir, dans ce cas, calculer, comme je vous le disais tout à l'heure dans le cadre des équations de Fick, la quantité de molécules qui peut passer dans chaque cas. Mais comme vous le voyez, lors d'une agression, cette perméabilité cutanée, cette restauration des ponts intercellulaires ou la qualité du ciment au niveau des briques peut effectivement être altérée et dans ce cadre-là, soit la molécule va passer plus vite, soit il va y avoir une perte d'eau plus grande. Et si je prends l'extrême de l'atteinte de la couche cornée dans le cadre de la maladie atopique, vous le savez, la maladie atopique est une maladie qui va, sur le plan de la surface cutanée, entraîner une sécheresse de la peau. Cette sécheresse de la peau, elle est liée essentiellement à une fuite d'eau extrêmement importante. On peut la calculer. Il y a effectivement une perte en eau très importante liée à cette perméabilité cutanée augmentée. Et dans ce cas-là, on comprend bien qu'une peau atopique va être une peau sèche, donc une peau agressée, qui va pouvoir, j'allais dire, être attaquée par d'autres molécules, que ce soit des solvants, que ce soit des pesticides, que ce soit toute autre médicamentation thérapeutique. C'est vrai que la peau de l'atopique est plus irritable, et si elle est plus irritable, comme le cuir irrité, ça va se fissurer. Cette peau, en se fissurant, va entraîner effectivement des capacités réduites en cas d'agression, avec une sensibilité de la peau qui sera augmentée. Et c'est pour ça que je le dis dès l'entrée, l'atopique n'est pas plus sujet à faire des dermatoses allergiques, il est plus sujet à faire des dermatoses irritatives qui, comme je le dirai tout à l'heure, font le lit de l'allergie par le fait d'un non-entretien de la barrière cutanée. Donc, on s'aperçoit effectivement que cette barrière cutanée est très importante et qu'en fonction de son entretien, on va voir apparaître de nombreux aspects cliniques. Volontairement, je n'ai pas repris l'ensemble des pathologies cliniques. Vous les avez étudiées durant vos cursus, j'allais dire médicaux. Vous pouvez retrouver toutes
la pathologie cutanée, toute la séméologie cutanée. De la papule à la pustule, en passant par l'érythème à la bulle, et bien entendu, toutes ces manifestations séméologiques de base, élémentaires, vont se traduire sous des formes aiguës, subaiguës, chroniques, à type d'eczéma, voire d'urticaire, voire de lichen, voire de toxidermie. Vous avez effectivement toute la pathologie clinique, dermatologique que vous pouvez retrouver. Ici, si on regarde, j'allais dire ce dos, vous voyez bien que c'est un dos qui est sale, comme l'on dit, avec une coloration un peu brunâtre, avec des lésions de type maculaire. Ce dos sale, on appelle ça une mélanodermie. Mélanodermie, soit vous faites un diagnostic de maladie endocrinologique, et c'est à quoi il faut activement penser dans un premier temps, soit dans ce cas-là tout à fait particulier, on est dans le cadre d'une mélanodermie arsénicale chez un vigneron qui faisait ce type de pathologie. Ici, vous retrouvez le coude d'un aide-soignant qui a utilisé un produit de nettoyage. Ce produit de nettoyage était vraisemblablement trop concentré et vous avez effectivement des manifestations irritatives avec un bord net, une sensation d'érythème mais avec des vésicules qui peuvent se coalescent et donner des bulles. Vous avez à ce moment-là une dermatite aiguë, un eczéma aigu, plus vraisemblablement irritatif, mais il est vrai qu'en fonction de l'allergène ou du produit utilisé, il nous faudra aller vérifier si oui ou non il y a une allergie sous-jacente. Ici, vous retrouvez des mains d'un jeune interne en chirurgie qui vient à la consultation. On s'aperçoit effectivement qu'il a des lésions, vous le voyez, fissuraires au niveau des deux poignets, des lésions irritatives prurigineuses suraiguës de l'autre poignet, avec un aspect un peu micacé de frottement, très vraisemblablement lié au manchon du gant. Si on regarde les mains, il n'y aura bien sûr aucune autre lésion. Et cet interne, à juste titre, s'affolait pour savoir s'il y avait un lien entre l'utilisation des gants en latex et la pathologie qu'il présentait. Car vous comprenez bien que si ce jeune interne était allergique au latex, sa carrière professionnelle risquait d'être en difficulté. Donc, à la consultation, on a bien sûr fait les tests qui sont avérés négatifs, et en étudiant très précisément, j'allais dire, l'activité de ce jeune collègue, un des médecins du travail du service a été le voir travailler, et on s'est aperçu que pour finir, cet interne qui travaillerait dans un service que je nommerai pas, n'avait pas tout à fait le temps disons, de se sécher les mains, c'est-à-dire qu'il passait de bloc en bloc en se lavant les mains proprement et nettement, mais oubliait de se les sécher suffisamment et à ce moment-là enfiler ses paires de gants avec effectivement un peu de substance de nettoyage ou de substance irritante qui venait macérer sous le gant. Avec un peu de technique, on lui a expliqué la manière dont se laver, pour enfiler ses gants, et puis on est intervenu auprès du chef de service pour obtenir les 3 ou 4 minutes nécessaires qui lui ont permis de devenir chirurgien sans problème particulier. Ici, ce cas-là, je m'en souviendrai assez longtemps, puisque c'est un vendredi soir de braderie à Lille, où ce salarié est arrivé en urgence, ouvrier municipal, arrivé en urgence avec ces manifestations, comme vous le voyez, extrêmement aiguës, prurigineuses, douloureuses, avec des coalescences bulleuses, voire très infectées. Et au départ, quand on l'a vu arriver, on s'est dit, il y en a partout. Non, il n'en avait qu'au niveau des bras et des cuisses et jambes. Pourquoi? Parce qu'il travaillait, il faisait beau à la braderie comme toujours, et donc il travaillait effectivement bras nus et jambes nues en short. Et en discutant avec lui, il nous explique ce qu'il fait. Il nous dit qu'il est jardinier. Au premier abord, le rapport entre la pathologie et la profession semble un peu difficile. Et puis pour finir, on s'aperçoit qu'il nous explique qu'il est intervenu dans un jardin municipal pour enlever un certain nombre de fleurs, tulipes, primevères et autres substances.
et à la sortie, il était effectivement allergique à ces fleurs. Simplement, ces diapos, ces photos, c'est pour vous montrer que tous les aspects cliniques existent et qu'il faut y penser à chaque fois que cette pathologie va récidiver ou va apparaître à l'occasion d'une activité professionnelle. Et quand on regarde les deux grands tableaux cliniques que l'on peut retrouver en dermatologie professionnelle, on va avoir les dermatoses ou dermatites d'irritation et les dermatoses ou dermatites allergiques. Et de manière un peu simpliste, et en médecine 1 plus 1 font jamais 2, donc il est toujours difficile de faire la part des choses, on a donc des dermites ou des dermatites d'irritation. Ces dermatites d'irritation sont d'abord et avant tout des dermatoses collectives. En clair, je mets un sac de ciment dans notre salle de classe, je vous invite tous à mettre la main dans ce sac de ciment. Ce sac de ciment, vous le savez, c'est un pH basique, c'est une substance avide d'eau, donc en mettant la main dans ce sac de ciment, vous aurez effectivement une peau qui va sécher, une peau qui va devenir rouge et une peau qui va être attaquée. On aura tous une dermite d'irritation liée au contact avec le ciment. La même chose, cette dermite d'irritation sera géographique, c'est-à-dire qu'elle ne se positionnera que sur la lésion précise de contact, que ce soit lié au ciment sur la paume de main, que ce soit si je prends une petite vis avec la colle qui va couler le long des doigts, etc., etc. On aura donc une représentation géographique de la dermatose. Et ces dermatoses d'irritation, qui sont donc des dermatoses aiguës, sont très souvent des dermatoses à type de brûlure, comme on a pu le voir sur les diapositives, avec des microvésicules, avec des bulles ou avec une abrasion de la surface cutanée. Et quand vous discutez avec les salariés, ils vous expliquent que cette dermatose est plus une dermatose qui brûle qu'une dermatose qui gratte. Et sur le plan clinique, on va se retrouver donc dans le cadre d'un eczéma sec qui peut bien entendu avoir une apparition aiguë, suraiguë, avec des phénomènes bulleux comme on l'a vu. À côté de cette dermatose d'irritation qui est donc une dermatose collective, on a ce qu'on appelle la dermatose allergique. Si je reprends mon schéma avec la notion de sac de ciment, je vous oblige tous à mettre la main dans le sac de ciment une journée par semaine, enfin une journée, tous les jours plutôt, de chaque semaine. Très vraisemblablement, au bout de 3 semaines, 1 mois, l'un d'entre nous fera une dermatose allergique. Pourquoi? Parce que la barrière cutanée a été attaquée, la peau qui avait été, j'allais dire, assouplie au départ va sécher. En séchant, elle va se fissurer, et en se fissurant, la molécule qui est contenue dans le ciment, c'est-à-dire le plus souvent du bichromate de potassium, mais ça peut être des dérivés du nickel, des dérivés du cobalt, ce bichromate de potassium va passer la barrière cutanée et se fixer au niveau des cellules de Langerhans et dans le cadre des lymphocytes pour entraîner une réaction immunitaire avec les différentes interleukines. Et seules les personnes qui seront allergiques feront la pathologie. C'est bien pour ça qu'on parle d'une dermatose allergique retardée, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 24 heures après le contact répété pour voir apparaître cette pathologie. On n'est pas dans une hypersensibilité immédiate. Donc, quand vous avez une pathologie collective dans un atelier, parlez pas d'eczéma allergique, c'est très souvent irritatif. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs cas d'allergie. Et quand on a effectivement un salarié qui présente cette pathologie, qui nous semble allergique, et vous aurez des petits signes qui vont vous permettre de faire la différence, car dans ces cas-là, cette dermatose allergique va être prurigineuse plutôt que brûlure. Elle va surtout ne plus être aussi géographique que tout à l'heure. Elle va s'étendre à cause des zones de grattage. On va avoir des lésions du dos de la main et des lésions de grattage au niveau de la face interne des poignets. Et très souvent, on aura non pas un eczéma sec et un eczéma humide. Et logiquement, dans le cadre des bonnes pratiques médicales, c'est seulement dans ces dermatoses allergiques qu'on devrait faire des tests. Les tests n'ont aucun intérêt dans le cadre de la dermite d'irritation. Au contraire, faire des tests dans le cadre d'une irritation, ça pourrait faciliter
j'allais dire, la sensibilisation. Donc, tout à l'heure, on y reviendra, mais dans la démarche étiologique de dépistage, pour retrouver, j'allais dire, le facteur étiologique, il nous faudra gérer ces problématiques de test le mieux possible. Eczéma sec, plus souvent de l'irritation. Eczéma humide, plus souvent de l'allergie. Je reviendrai sur un troisième aspect clinique, un peu particulier, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle dans le cadre de ces dermites résiduelles, ces dermatoses qui perdurent. L'individu a travaillé pendant 5 ans, pendant 20 ans, et puis 20 ans, j'allais dire, au bout des 20 ans, il a des mains abîmées qui n'ont plus traiter par les corticoïdes. Comme disait mon maître, le professeur Hurier, il parlait d'invalides des mains. C'est-à-dire que ce sont des salariés qui ont travaillé et qui ont peut-être été allergiques au ciment, qui ont peut-être été irrités par tel geste professionnel, et alors qu'ils sont en retraite, ils ne touchent plus à rien ou pratiquement rien, et ils ont tout de suite une peau qui est réactive, comme si la peau avait perdu ses capacités de résistance barrière, comme si le salarié avait perdu son capital cutané de protection. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'actuellement on a des thérapeutiques qui peuvent prendre en charge ces patients, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi important en termes de prévention. Si on veut éviter effectivement de perdre son capital cutané, eh bien, il faut effectivement emmagasiner le plus possible ces problématiques de prévention. Donc on le voit en termes de clinique, on va avoir des lésions soit individuelles, soit collectives, mais ce qui va être important pour nous médecins, ça va être de retracer l'histoire. L'histoire du salarié, quand est-ce que ça commence, où ça commence, et de bien écouter ce salarié. Très souvent, le salarié, quand vous l'interrogez, vous explique le pourquoi du parce-que de la pathologie. Et c'est vous qui, en l'interrogeant de manière un peu complémentaire, allez ajouter un certain nombre d'éléments que sont ça en termes d'épreuves de reprise. Est-ce que ça diminue pendant le week-end? Est-ce que ça diminue pendant les congés? Mais vous savez, actuellement, avec le bricolage, j'allais dire, on peut très bien ne pas avoir de diminution des manifestations. Et dans ce cadre-là, le salarié lui-même vous donnera parfois le nom des produits incriminés. Donc, on le voit, cette dermatologie professionnelle va recouvrer énormément de phases cliniques avec des schémas qui semblent faciles, irritation, allergie, et vous verrez dans votre quotidien que très souvent, effectivement, on arrive à savoir si c'est de l'irritation, mais très souvent, on est obligé de faire des tests parce qu'on se doute qu'il y a peut-être un peu d'allergie. Alors, avant d'attaquer la problématique des épidémiologies, juste un petit arrêt sur image à l'heure actuelle, car il y a un manque important en dermatologie professionnelle, j'y reviendrai dans la dernière partie, c'est qu'on manque en France de données épidémiologiques. Il n'y a pratiquement aucun registre de données cliniques dermatologiques, ce qui nous rend difficile la connaissance réelle de la pathologie actuelle en 2011. Globalement parlant, en reprenant toutes les données nord-américaines, européennes et scandinaves, on peut considérer en France que les dermatites de contact représentent donc 90% des dermatoses professionnelles. Donc ce qu'on appelait dans le temps l'eczéma, la dermatite de contact, c'est bien le contact de la peau avec un produit, va entraîner donc 90% des dermatoses professionnelles. Et quand on regarde dans ces 90%, vous le voyez, 80% sont des irritations. Donc en clair, la notion de test est une notion qu'il faudra utiliser de manière parcimonieuse. 80% sont des irritations, 20% sont des allergies. Et si 80% sont des irritations, l'important, c'est qu'on peut prévenir l'irritation. Car si on supprime le facteur irritant, on va supprimer la dermatite irritative. Alors que quand on est allergique, il faudra obligatoirement supprimer l'allergène et trop souvent, ça va vouloir dire supprimer le poste de travail. Dans un certain nombre de cas aussi, quand on regarde ces dermatoses, vous le voyez, dans 80% des cas, la dermatologie professionnelle, c'est une atteinte des mains. La main, c'est l'outil du salarié. Et donc, il est logique que ce soit cette main qui va d'abord faire des irritations, puis des allergies. Mais si j'insiste là aussi, c'est que si c'est l'outil, quand l'outil est abîmé, le salarié est abîmé dans son emploi. Et il va le perdre par le simple fait, soit d'une non-prévention, soit d'une mauvaise utilisation. On a, vous le voyez, 10% d'atteinte du visage. Donc,
C'est vrai que quand on parle de dermatologie professionnelle, on a l'habitude de dire, si vous voulez, que la dermatologie professionnelle va s'appuyer, bien entendu, sur les notions de dermatologie générale avec nos collègues spécialistes, va s'appuyer sur l'allergologie pour avoir effectivement ces tests, et va s'appuyer sur le médecin du travail pour connaître la réalité du travail. Car c'est bien en connaissant la réalité des produits, la réalité des situations de travail, qu'on peut faire un lien entre les deux. Alors, dans ce chapitre de dermatologie professionnelle, il y a une partie tout à fait ennuyeuse, qui est ce qu'on appelle la classification des étiologies. Et il est vrai que sur un plan international, on a l'habitude de classer les différentes étiologies des manifestations professionnelles dans 4 domaines. Je ne vais pas les reprendre dans leur totalité, je vais les expliciter de manière simple, car chaque sujet pourrait entraîner, j'allais dire, un développement de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Premier domaine dans la classification étiologique, j'irai très vite dans ce champ-là, ce qu'on appelle les dermatoses liées aux organismes vivants. Vous risquez peut-être de rencontrer des pathologies cutanées infectieuses dans le personnel de milieu de soins avec les staphylococci, streptococci ou pneumococci cutanés. Je pense que vous ne verrez plus de charbon avec sa tache noirâtre ou ses tuberculoses cutanées, on les voit encore dans certains pays d'Afrique. Vous pourrez peut-être voir quelques pathologies, en particulier en pasteurellose ou tularemie dans l'est de la France, avec les taches de piétrie que vous pourrez revoir. Vous pourriez voir exceptionnellement une manifestation érysipéloïde du rouget du porc. En clair, ces pathologies aux organismes vivants sont tout à fait intéressantes chez les vétérinaires, chez les gardes forestiers, chez les agriculteurs, mais ce sont des pathologies de cas où il vous faudra effectivement, devant une manifestation, savoir vous poser la question, et là, savoir poser la question au dermatologue, de façon à ce qu'il vous confirme l'étiologie. Vous pouvez aussi avoir des pathologies de type parasitaire. Deuxième grand cadre, plus intéressant pour nous en médecine du travail, c'est les dermatoses dues aux agents physiques. Vous les avez déjà plus ou moins apprises dans votre cours. Vous allez retrouver, bien entendu, ce qu'on appelle les radiodermites. Les rayonnements ionisants sont des irritants, sont des caustiques et vont entraîner soit des radiodermites aigus ou des radiodermites chroniques. On vous enverrait tout à l'heure en diapositive. L'importance de ces radiodermites, qu'elles soient aiguës ou chroniques, vous le savez, c'est que ce sont des facteurs cancérogènes et qu'on peut voir apparaître des cancers spinocellulaires sur ces lésions. D'où l'importance du suivi particulier sur ces aspects. Vous avez effectivement les manifestations liées aux vibrations qui vont vous donner les syndromes de Raynaud. C'est la classification nord-américaine qui nous fait parler des vibrations dans le cadre des dermatologies professionnelles. Vous allez retrouver les dermites aéroportées qui étaient assez fréquentes dans le milieu du bâtiment, dans les mines, où les gens travaillaient dans des atmosphères avec des projections de poussière et qui venaient s'incruster dans la peau. Et c'est pour ça qu'on parlait de boutons de Bray chez les mineurs, quand effectivement vous aviez des incrustations, j'allais dire, dans la surface cutanée en fonction de la ventilation utilisée. Ces manifestations sont fréquentes. Sur le plan, j'allais dire, iconographique, vous retrouvez ici, vous voyez, une brûlure aiguë radiodermite, tirée donc de l'Institut Curie, où vous avez une lésion qui va se transformer comme une brûlure et qui va évoluer de manière satisfaisante, sauf que dans le cas d'une radiodermite, vous allez avoir un assèchement de la peau, vous allez avoir une perte de poils, vous allez avoir un ongle qui va sécher et qui va être plus sensible pour tout le reste de la vie. Ici, à une main d'un chirurgien âgé qui est décédé, mais quand vous regardez effectivement ses mains, en dehors d'un phénomène rhumatologique, vous voyez des spinocellulaires sur le bord des mains, vous voyez des ongles complètement abîmés, mi-cassés, cassants, vous avez effectivement une perte de poils avec les lésions sur le plan cutané sont des lésions de radiodermite chronique. Ces radiodermites chroniques, on les voyait beaucoup jusque dans les années 60. On les a pu vues jusque dans les années 80. On les voit réapparaître à l'heure actuelle
en particulier dans le cadre des actes interventionnels, qu'on soit en chirurgie, qu'on soit en cardiologie, qu'on soit en radiologie. Les personnels, en particulier médecins, qui utilisent ces différentes sondes pour permettre effectivement de sauver nos différents patients, le font le plus souvent sous amplificateur de brillance et dans un certain nombre de cas sont exposés de manière trop importante au rayonnement ionisant. Troisième grand cadre étiologique, c'est la problématique des cancers cutanés. Les cancers cutanés, vous les avez peut-être déjà étudiés dans le cadre générique des cancers professionnels. Les cancers cutanés sont partie des cancers professionnels les plus anciens, puisque je vous rappelle quand même que Percival Pott a décrit le cancer du scrotum il y a très longtemps, et que c'est bien ces études qui nous ont permis de conforter ou confirmer le caractère cancérogène d'un certain nombre de dérivés des huiles et des goudrons. Donc c'est vrai que sur le plan, j'allais dire, cancer cutané, l'importance en santé-travail, c'est de regarder la peau des salariés. Est-ce qu'il y a des lésions sèches ? Est-ce qu'il y a des lésions étendues au niveau des mains, au niveau du visage? Est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses de radiodermite, de brûlures? Et puis, en fonction, j'allais dire, des professions, vous aurez soit des expositions au goudron, aux huiles, et là on est plutôt dans les travaux publics, on est plutôt dans les métiers du bitume, on est plutôt dans les métiers de l'étanchéité, mais vous pouvez utiliser aussi des benzopyrènes dans les coqueries, dans les aciéries, dans l'industrie de la métallurgie. Vous pouvez aussi rencontrer des cancers cutanés avec ce qu'on appelle les vapeurs d'huile, donc des huiles qui sont chauffées. Ces huiles chauffées, vous les avez là aussi en métallurgie, sidérurgie, mais vous les avez en petite mécanique automobile. Et comme vous le voyez, ces huiles peuvent être à la fois, j'allais dire, irritantes en fonction du pH acide ou basique du produit, peuvent être allergiques en fonction des molécules ou des additifs que l'on met dans l'huile, mais peuvent être aussi cancérogènes à moyen terme après 5 à 10 ans ou 20 ans d'exposition. Donc ce sont effectivement des molécules qui existent et qu'il vous faudra apprendre à connaître par rapport aux différents postes de travail que vous étudierez ou par rapport aux différentes branches professionnelles dans lesquelles vous exercerez. Alors, il y a quelque chose de plus historique, hein, c'est cher à nos amis bordelais, où on retrouve notre bouillie bordelaise avec de l'arséniate de cuivre, qui nous a permis effectivement de sauver les vignes du phylloxéra, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, on a vu une épidémie relativement importante d'arsénicisme chronique. À l'heure actuelle, je pense que vous n'en verrez plus. Par contre, vous pouvez revoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des radiodermites au rayonnement ionisant ou aussi des manifestations de type cancer spinocellulaire pour des gens qui sont exposés soit à des brûlures chimiques, soit bien entendu aux ultraviolets. Il reste effectif que le salarié qui est exposé au soleil peut avoir sa peau attaquée et qu'il peut faire un cancer spinocellulaire. Pour l'instant, vous le savez sans doute, le cancer spinocellulaire de l'agriculteur ou du pêcheur n'est pas considéré comme une maladie professionnelle, mais il reste vrai que c'est bien, sur un plan sémantique et scientifique, une pathologie aggravée par la situation de travail. Ici, par exemple, des mains d'un ouvrier du BTP qui travaillait sur les chantiers entre guillemets de travaux publics avec l'utilisation de différents résidus bitumeux et d'étanchéité goudron. Et vous avez ici des lésions hyperkératosiques, un peu saignotantes, des deux mains, des deux dos de la main, qui sont liées à des brûlures de bitume sur les mains et qui vont entraîner cette apparition de cancer spinocellulaire. Cancer cutané, manifestations infectieuses et parasitaires, les risques chimiques maintenant. Dermatose d'origine chimique. Là aussi, je pourrais y consacrer les 25 minutes qui nous restent. Et encore, en étalant peut-être que quelques étiologies. Volontairement, on va être très synthétique, car si vous exercez le champ disciplinaire dans une branche professionnelle, il vous faudra, par rapport à la branche professionnelle, connaître de manière très précise les différents produits utilisés et ensuite, éventuellement, les effets que peuvent avoir ces produits. Quand on parle des dermatoses chimiques, on a l'habitude de différencier
Souvenez-vous de votre formation, chimie minérale, chimie organique. Donc on a l'habitude de différencier les étiologies liées aux différents métaux et métalloïdes et les substances liées aux dérivés organiques. Ces dermatoses d'origine chimique sont extrêmement fréquentes. Elles sont très nombreuses et surtout, elles sont très variables en fonction de la molécule qui est utilisée, que ce soit dans un médicament, que ce soit dans un parfum, que ce soit dans un savon ou que ce soit dans un produit industriel. Et c'est vrai que les industriels ont une force extraordinaire pour changer la composition de façon à leur permettre à la fois d'avoir des produits compétitifs, mais peut-être de permettre une vente, j'allais dire, de nouveaux produits et qui entraîne à ce moment-là une exposition particulière. Et donc ici, au niveau des métaux, vous le voyez, à chaque fois je vous ai mis les numéros, j'avais oublié de le dire au démarrage, ce sont les numéros des tableaux de maladies professionnelles qui n'ont aucun intérêt à être retenus, mais c'est simplement pour vous permettre de les retrouver au cas où. Et quand on regarde effectivement ces dermatoses liées aux métaux, pour moi il y en a deux importantes, le chrome et le nickel. Le chrome, c'est l'allergène le plus fréquent chez l'homme, le nickel, c'est l'allergène le plus fréquent chez la femme. Il est en diminution un petit peu avec la diminution des bijoux de pacotille. Par contre, le chrome est toujours une réalité et on va faire ici un petit arrêt. Vous voyez ici une main d'un ouvrier du BTP qui se retrouve avec une lésion très arrondie sur le dos de la main avec un bord légèrement surélevé et puis une lésion escarotique comme si on avait mis une goutte d'acide sur le doigt. C'est ce qu'on appelle un pigeonneau. C'est donc une ulcération du chrome. Le chrome, comme le nickel, sont des caustiques au départ. Et si on appelle cette ulcération au chrome un pigeonneau, sachez que pour le nickel, cette même ulcération avait le doux nom de rossignol. Et pourquoi on l'appelait rossignol? C'est parce que, paraît-il, ça faisait tellement mal que les gens sifflaient comme des rossignols. Donc pour éviter effectivement ces ulcérations au chrome, on vous dira tout à l'heure dans le dernier chapitre toute la problématique de prévention. Mais si on regarde cette seule molécule chrome, vous le voyez, c'est une molécule irritante, avec un taux de sensibilisation chez l'homme, vous le voyez, de près de 4,3%, ce qui est beaucoup, alors qu'il est tout juste de 2 chez la femme. Et la profession à haut risque en chrome, c'est bien entendu le BTP, avec une incidence, vous le voyez, de 3,3 pour 10 000 employés. Et ce qui est intéressant, juste à savoir, c'est que, par exemple, au Danemark, on a introduit dans le sac de ciment du sulfate ferreux. Ce sulfate ferreux, si vous voulez, a la possibilité de transformer le chrome trivalent en chrome hexavalent, ce qui permet effectivement d'éviter le caractère allergique de la molécule. Et on s'est aperçu, vous voyez, qu'au Danemark, le fait d'avoir pris cette décision dans les années avant 2000 a diminué de manière significative la sensibilisation des Danois de 3% à 1,2%. La France a accepté la directive européenne en 2004 et c'est vrai que je pense que c'est dans les années 2010-2015 qu'on pourra peut-être voir une diminution de ces allergies liées au chrome contenu dans le ciment. Encore faut-il que nos employeurs achètent ce sac qui est bien entendu un peu plus cher, mais derrière c'est toute la problématique de politique de prévention. On a parlé des métaux, maintenant les différents produits organiques. Là aussi, je vous l'ai dit, il y en a énormément. Je m'arrêterai sur quelques-uns. On a parlé des ciments. Les ciments, c'est un composé dans lequel vous aurez de la chaux, à vide d'eau, pH basique, mais dans lequel vous aurez des dérivés, chrome, nickel, cobalt. Et dans ces ciments, vous aurez aussi des adjuvants. Si vous faites du ciment à prise rapide, essayez, j'allais dire, demain soir, à faire du bricolage et étaler le ciment à prise rapide avec votre doigt, vous aurez très vraisemblablement le lendemain une petite lésion irritative du pouce liée effectivement aux éléments caustiques du ciment. Mais vous avez comme ça, en fonction du ciment utilisé, des compositions extrêmement différentes. Les huiles, j'en ai déjà parlé un peu. Ces huiles, elles peuvent être des huiles de décoffrage dans le BTP, elles peuvent être des huiles d'usinage dans la petite mécanique, elles peuvent être des huiles dans la grosse mécanique ou dans la sidérurgie.
Ces huiles, vapeurs d'huile, vont imbiber, entre guillemets, la surface cutanée et vont pénétrer les glandes sudoripares et les follicules pilosébacés. À partir de ce moment-là, vous aurez effectivement ce qu'on appelle un bouton d'huile, c'est-à-dire un point d'acné lié, si vous voulez, à l'incrustation de l'huile à l'intérieur du follicule pilosébacé. Je vous en montrerai une diapositive juste après. Mais l'huile, en même temps, peut contenir un certain nombre d'additifs, car si on veut que l'huile soit efficace, il faudra lui mettre des conservateurs. Si on veut que l'huile ne sente pas mauvais quand elle chauffe, il faudra lui mettre des parfums, etc., etc. Et donc, dans un certain nombre de cas, les salariés allergiques à l'huile ne sont pas allergiques à l'huile elle-même, mais aux additifs composés. Et donc, derrière, on voit la nécessité dans la démarche étiologique à bien comprendre toute la mécanique pour arriver à sélectionner très précisément l'allergène manifeste. Les huiles, les ciments, on pourrait parler aussi une demi-heure des plastiques. Les résines époxy, c'est sans doute l'allergène le plus grave, le plus important, avec des concentrations faibles. C'est un allergène, la résine époxy est une molécule extrêmement utilisée, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la microélectronique. Ces résines époxy sont allergiques à très faible concentration. Et vous verrez que dans un certain nombre de cas, les pathologies rencontrées sont des pathologies graves. Mais le formol va avoir son utilisation réduite de par sa classification comme cancérogène, mais vous pouvez retrouver, vous le voyez, les acrylates, et c'est toute l'industrie des prothèses. Prothèses dentaires, prothèses de hanches, prothèses de tout ce que vous voulez, qui sont faites effectivement avec des acrylates, mais ces acrylates, ça peut aussi être des colles. Et vous voyez les superglus qui sont effectivement tout autant de cyanoacrylates qui vont pouvoir effectivement, eux aussi, être irritants ou allergisants. Ici simplement, un jeune apprenti du BTP, vous voyez ces petits boutons noirs, c'est effectivement des boutons d'huile qui sont liés à l'incrustation de l'huile dans les follicules pilosébacés. Traitement, se laver. Bien enseigner aux jeunes que quand on revient de boulot, on se lave et ça permettra effectivement la disparition complète de ces manifestations. Ici, vous avez des mains, toujours d'un autre apprenti. Vous voyez une atteinte de la face palmaire des doigts et qui est liée, j'allais dire, on retournerait la main, on verrait une atteinte du dos des mains. C'est un eczéma au ciment débutant avec ces phénomènes de sécheresse, de ragade qui vont, j'allais dire, entraîner autant de fissures et permettre le passage du bichromate de potassium. Ici, un jeune salarié aussi, il avait 19-20 ans, et quand on regarde effectivement les photos, vous voyez qu'il y a des manifestations érythrodermiques, les deux jambes sont rouges, je vais vous dire même qu'il était rouge de la tête aux pieds, il y avait peut-être quelques faces blanchâtres dans certains endroits, c'était une quasi-érythrodermie, donc on était bien dans une manifestation grave cutanée, avec un phénomène œdémateux, on a dû le mettre sous corticoïdes. Qu'est-ce que c'était? Une allergie aux résines époxy utilisée dans la fabrication de canne à pêche où il travaillait. Et ce salarié-là, avec le médecin du travail, on l'a bien sûr déclaré en maladie professionnelle et on a tout fait pour qu'il puisse changer de métier de façon à ne plus être en exposition avec cette molécule qui, comme vous voyez, pouvait entraîner des manifestations extrêmement graves chez ce salarié. Mais à côté des huiles, à côté du ciment, à côté des plastiques, vous le voyez, il y en a encore bien d'autres. Et s'il fallait, on pourrait passer une demi-heure sur la coiffure. Rien que les produits utilisés pour le coiffeur comme pour le coiffé sont autant de produits qui peuvent être irritants, allergisants, que ce soit les colorants que vous allez en coiffure, que ce soit même la paraphylène-diamine que vous allez utiliser soit comme accélérateur de caoutchouc, mais qui va vous servir dans les produits de décoloration, que ce soit les persulfates, etc., etc. Donc vous avez comme ça un certain nombre de molécules qui peuvent effectivement expliquer toutes ces maladies professionnelles que notre système français a reconnues au fur et à mesure. Et vous avez encore, vous le voyez, dans cette liste extrêmement longue, et que je suis obligé de raccourcir pour respecter le timing, c'est vrai qu'il nous faut, j'allais dire, retrouver cette problématique de médicaments, en particulier dans le milieu de soins. Mais vous voyez qu'on pourrait aussi s'arrêter sur la problématique du latex. C'est la seule maladie professionnelle où la notion d'urticaire sera reconnue comme telle. Et je voudrais m'arrêter 2 minutes sur un tableau de maladies professionnelles particulier.
où en France, vous avez des tableaux qui sont organisés par nuisance, par produit. Et là, le tableau 65, c'est un tableau qui est organisé par maladie, au sens que c'est le tableau qui s'appelle dermatose allergique. Donc, il suffit que le salarié fasse un eczéma, et bien entendu qu'il y a un lien entre le travail et l'eczéma, et il faudra rechercher dans la liste des tableaux les différentes molécules qui peuvent être retrouvées, allant du cobalt en passant par la colophane, en revenant à tel médicament. Ce tableau 65 a permis d'éviter, j'allais dire, une multiplication de tableaux de maladies professionnelles pour une seule molécule. Comme vous le voyez, on a des pathologies fréquentes, on a des pathologies irritatives ou allergiques, on a des difficultés sur un plan épidémiologique, mais on a de très très nombreuses étiologies. Et si vous voulez bien, avant de voir le chapitre prévention, je voudrais faire un arrêt sur image sur quelle doit être votre bonne pratique en tant que médecin. À partir de quand la pathologie cutanée qu'a la personne devant vous, patient ou salarié qui vient vous voir, à partir de quand vous devez vous poser la question, y a-t-il un lien ou non avec le travail, y a-t-il un lien ou non avec une pathologie cutanée d'origine professionnelle. Dans le cadre donc de cette démarche, diagnostic d'un eczéma professionnel, vous le savez, la première question qu'on va se poser, c'est le diagnostic positif. Quels sont les éléments qui vont nous permettre de déterminer que c'est un eczéma? Eczéma professionnel, je vous l'ai dit, 80% des pathologies sont des pathologies des mains. Donc, la plupart de nos eczémas professionnels vont toucher le dos de la main et la face interne des poignets. Ces deux manifestations, dos des mains, face interne des poignets, sont assez souvent caractéristiques d'une manifestation de dermatologie professionnelle. Une atteinte isolée de la paume de main, c'est possible, mais ça va être fonction du geste professionnel. Une atteinte isolée, j'allais dire, de certains doigts, c'est possible. Ça sera fonction du geste professionnel. Par contre, une atteinte diffuse du dos et de la face interne, avec extension éventuelle de lésions de grattage sur l'avant-bras, il faut penser effectivement à une dermatose professionnelle, irritative ou allergique, et plus vous aurez une notion d'extension, plus la notion, j'allais dire, d'allergie peut être retenue. Donc, dos des mains, face interne des poignets, le geste professionnel, et ça, il faut vous faire décrire par le salarié. Je me souviendrai toujours d'un salarié qui était dans une entreprise de mécanique et qui était venu avec une lésion irritative des deux doigts, pouce index, et qui se déclinait le long de son bras. Effectivement, on pouvait se douter que c'était irritatif, et quand on regardait où il nous expliquait ce qu'il devait faire, il était dans une industrie automobile, et il trempait un écrou dans une colle de cyanoacrylate, et puis il le vissait sur le bas du moteur, si vous voulez. Comme ça, on était sûr que ça ne bougerait plus. Mais ce qui est sûr, c'est que la colle, elle descendait. Et donc, ce simple geste expliquait, si vous voulez, la dermatose géographique qu'il a fait au départ, avec éventuellement une allergie, puisque c'était dérivé acrylique. Le siège, donc, est très important de la lésion. Pour avoir des dermatoses des visages, dans le cas de dermite aéroportée. Deuxième chose à aller chercher, quand est-ce que ça survient? Quand est-ce que ça survient? Est-ce que c'est qu'au travail? Est-ce que c'est au travail et à la maison? Est-ce qu'il y a des facteurs qui font que ça s'arrête ou que ça revient? Est-ce que c'est quand j'utilise tel produit? Ça, il faut laisser parler la personne. Est-ce que ça diminue pendant les congés? Est-ce que ça revient après la reprise? Sachant que je vous l'ai dit, faites attention, le monde du bricolage est la même chose que le monde du travail. Et que vous pouvez très bien retrouver dans les produits de bricolage l'allergène que le salarié a en milieu de travail. Et donc la notion de diminution à l'arrêt est quelque chose sur lequel on est beaucoup moins intransigeant qu'il y a quelques années. Ici, vous retrouvez effectivement une lésion bien tranchée, mais vous voyez avec quelques petites vésicules qui s'étendent, qui montrent bien qu'il y a un phénomène allergique en plus du simple phénomène irritatif. C'était une main d'un aide-soignant qui avait utilisé des produits de nettoyage trop caustiques au départ et qui était allergique à des ammoniums quaternaires conduits dans ce projet. Autre facteur toujours à chercher dans cette démarche étiologique, ça va être les facteurs favorisants. Est-ce que je travaille dans une atmosphère difficile? Est-ce qu'il fait chaud?
plus il y a de la chaleur, plus la peau va transpirer, donc va accrocher effectivement les substances. S'il y a de la poussière, s'il y a de l'humidité, tout ça, c'est des facteurs qui vont favoriser la pathologie. Et c'est vrai que de manière succincte, je vous mets ici sur la diapositive les différentes professions à risque. Vous les avez retrouvées, on va en étudier 2 simplement, mais vous avez, voyez, le BTP reste le champion, la coiffure, c'est le 2e champion, et le 3e champion à l'heure actuelle, c'est le milieu de soins et le milieu de nettoyage. C'est vrai qu'on a une augmentation très significative des dermatoses, en particulier irritatives en milieu de soins, alors qu'on a une augmentation significative des dermatoses allergiques dans les milieux de nettoyage. Mais si vous voulez bien, on va s'arrêter sur la coiffure et le bâtiment en 2 arrêts sur image. On a, j'allais dire, en épidémiologie par branche professionnelle, vous le voyez, la coiffure, vous avez une prévalence de l'ordre de 16%, qui peut aller dans le cadre jusqu'à 23% 3 ans après, ce qui montre bien l'importance de cette dermatose avec cette notion aussi très importante du facteur apprentissage. 70% des dermatoses avant la fin de la 3e année apparaissent. Chez les salariés, vous allez retrouver des sensibilisations à la PPD, à la toluène-diamine, mais vous voyez, vous avez aussi des allergies chez les clients. Et donc derrière, on voit bien que dans ce monde de la coiffure, il y a nécessité à la fois de faire attention aux produits, d'utiliser des moyens de protection. Le facteur irritation qui est lié au shampoingage doit essayer d'être diminué si on veut éviter l'allergie régulière de ces professions. Ici, vous avez une manne coiffeuse qui vient de finir une coloration noire où vous avez cette atteinte particulière du fait que le cheveu passe entre les doigts. Le BTP. Le BTP, je vous l'ai dit, c'est le secteur à haut risque des dermatoses professionnelles. La première cause, ça reste le ciment, irritant, allergisant. Vous voyez l'incidence calculée par nos collègues allemands, 5,4 pour 10 000, mais vous voyez que dans des mêmes études, en milieu asiatique, vous voyez qu'il y a à peu près 13% des salariés du BTP qui ne consultent pas. Et ça va introduire d'ailleurs la problématique de la prévention. Vous avez la face visible de l'iceberg qui est liée aux déclarations de maladies professionnelles et vous avez tout le reste. Et il y a une sous-déclaration manifeste des maladies professionnelles puisque vous voyez à l'heure actuelle, en 2009, vous avez 1,33% des maladies professionnelles qui sont des dermatoses, alors que je vous ai dit que 50% des dermatologies professionnelles est rentré dans le cadre de la pathologie professionnelle. Donc on voit bien l'importance de bien étudier les circonstances de survenue et d'avoir quand même toujours un regard critique. Regard critique sur le plan différentiel. Savoir différencier un eczéma dyshydrosique d'un eczéma normal, savoir rechercher un psoriasis, sachant qu'un psoriasis peut être aggravé par le travail. La problématique de l'atopie aussi vient interférer dans un certain nombre de cas, et c'est là où il faut avoir un lien important avec un collègue dermato qui va vous aider dans le diagnostic. Il n'y a pas de honte à aller demander à un dermatologue, est-ce que la pathologie qu'a ce monsieur est bien un eczéma d'origine professionnelle? Le dermato vous dira non, c'est un psoriasis, ou oui, c'est ça, tu as raison, il faut effectivement mettre en place la thérapeutique. Et l'étiologie, bien entendu, se fera à cette occasion avec le dermatologue qui va pouvoir nous prévoir, avec des tests, déterminer dans le cadre de ces protocoles précis qui ont été mis en place par les composés internationaux dans le cadre de la batterie standard, pouvoir effectivement déterminer si le test est positif ou négatif. Et il existe en France un certain nombre de réseaux, en particulier le réseau GERDA, qui est le groupement européen de recherche en dermato-allergologie et qui fait des réunions de Révidal, qui est un réseau de vigilance sur la dermato-allergologie. Diagnostic positif, différentiel étiologique. Juste un petit schéma simple où vous voyez, vous regarderez dans le cadre avec notre collègue Jean-Marie Lachapelle, où vous, à partir d'un eczéma, vous verrez qu'en fonction de l'épreuve de travail, positive ou négative, on peut avoir, j'allais dire, les différentes décisions à prendre dans le cadre d'une dermatite d'irritation allergique. Pour terminer, dans les 3 minutes qui me restent, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? À la limite, si vraiment je vous disais que la prévention était très importante, il faudrait que j'y consacre 10 minutes. Mais c'est comme ça habituellement, malheureusement, dans tous nos cours. Cette prévention, je vous l'ai dit, c'est très important. Et une bonne prévention, ça diminue de 50% le facteur risque.
Comme toute bonne prévention, ça passe d'abord par une prévention collective. On recherche des produits non agressifs. On fait une hygiène générale des ateliers. On fait une hygiène des chantiers, par exemple dans le BTP. On met des savons à disposition. On évite de se nettoyer, comme avec les peintres, avec des solvants ou du trichloroéthylène. Regardez ce que vous faites quand vous peignez chez vous, vous utilisez du white spirit. Il vaudrait mieux utiliser des savons. Donc derrière, il y a bien toute une information, une éducation avec l'utilisation d'un certain nombre de gestuels, d'outils. De façon, regardez ici, photo chantier, standard. Vous comprenez bien que ce seau d'eau propre, il est propre pour le premier. Le deuxième, il se lave dans les seaux, dans le main un peu plus sale, et ainsi de suite. Et sans doute que le dernier, il va se laver dans une eau en concentration de ciment important. L'utilisation de l'agent de nettoyage reste effectivement difficile, et on comprend bien là aussi que la méthode de nettoyage n'est pas forcément des plus efficaces et très vraisemblablement irritante ou allergisante. Prévention technique collective, prévention technique individuelle. La même chose, toujours le même raisonnement. En tant que médecin, c'est vous qui devez prescrire les différents produits de protection. Que ce soit, j'allais dire, les gants. Les gants, on pourrait y consacrer là aussi une demi-heure, car chaque gant a ses caractéristiques. Mais chaque gant peut avoir des composés allergisants. Donc, il ne faut pas que le gant soit une fausse protection. Le gant peut parfois être source de dermatose professionnelle. Donc, il faut connaître ces gants et les prescrire aux salariés correspondants. La même chose pour les savons. La même chose pour les pâtes protectrices ou les crèmes de protection. Les crèmes de protection, c'est un excellent moyen d'assouplir la main. Mais la crème de protection ne va pas protéger contre une allergie. La crème de protection, par contre, va être un bon moyen pour se laver plus facilement les mains sans utiliser un moyen trop agressif. Donc c'est autant d'éléments importants qui viennent effectivement se surajouter à cette approche de prévention où, en tant que médecin, on peut intervenir et prescrire une véritable ordonnance de prévention qui permet à chacun des salariés de suivre. Prévention technique, prévention médicale, et j'en aurais pratiquement terminé. Cette prévention médicale, j'aurais tendance à dire, elle doit venir en dernier lieu. En tant que médecin, on est d'abord dans une démarche de prévention primaire, supprimer les risques sur les chantiers, supprimer les produits. Ou prévention secondaire, essayer de mettre en place des structures qui permettent un suivi adéquat. Mais en tant que médecin, il nous faut aussi agir. Et quelque chose sur lequel vous aurez certainement à interagir, ça va être la problématique du jeune qui fait une dermatose professionnelle. Quelle est l'orientation de ce futur jeune? Quelle est l'orientation de cette jeune fille de 18 ans qui commence une dermatose alors qu'elle fait coiffure? Faut-il la laisser dans la coiffure ou faut-il la changer? Fait-on des tests, ne fait-on pas de tests? Donc c'est autant de questions qu'il faudra vous poser et dont il faudra aider le jeune à s'orienter. Dans le même temps, vous aurez parfois des parents qui viendront vous voir avec leur enfant en disant « il a fait un eczéma atopique, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ?» Le conseil que je vous donne, ne faites pas de tests. L'eczéma atopique, je vous l'ai dit, ne se sensibilise pas plus si la prévention est bonne. Le problème, c'est que trop souvent, on met ces jeunes dans des atmosphères chaudes, humides, empoussiérées. Donc la peau va être abrasée. Si elle n'est pas entretenue, elle va être sensibilisée. Donc derrière, je ne conseille pas effectivement les tests sur ces jeunes. Par contre, il faut les aider à s'orienter. Et là, on voit bien le rôle important que le médecin peut avoir à la fois dans la connaissance des risques et dans le suivi particulier du salarié. Alors c'est vrai, prévention, réparation. Mais quelle réparation ? Vous êtes coiffeur, vous faites une dermatose, vous faites une allergie. La dermatose, vous ne touchez plus les cheveux, vous n'aurez plus d'allergie. Très vraisemblablement, on considérera que vous êtes guéri. Votre taux d'IPP sera de 0, ou presque. Donc on voit bien que la problématique réparation n'est pas une solution. Il y a nécessité de mettre en place des politiques de formation, des politiques d'éducation qui vont nous permettre effectivement de prévenir. Et si je veux conclure en reprenant ce que disait M. Hurier il y a 55 ans, je pense que le concept de péril cutané est trop excessif. Mais ce n'est pas si faux que ça. Parce qu'à l'heure actuelle, mettre au chômage des jeunes parce qu'ils font une pathologie cutanée, est-ce que c'est quand même pas un péril
pour ces jeunes en formation. La même chose quand on voit effectivement des salariés d'un certain âge qui sont obligés effectivement de s'arrêter pour une problématique d'invalidité, on peut effectivement se poser la question quelle est la réalité de l'impact socio-économique. D'où, pour nous, en tant que médecins, c'est améliorer le diagnostic. 2, c'est mettre en place effectivement des réseaux épidémiologiques pour mieux appréhender, la connaissance. Et donc 3, accentuer les rapprochements entre médecins et dermatologues pour améliorer, les liens et surtout conforter le fait qu'il existe dans ce qu'on appelle le RNV3P, qui est le réseau national de vigilance des pathologies professionnelles, la mise en place de consultations de dermatologie professionnelle comme il en existe dans la plupart de votre CHU. Voilà, j'en ai terminé. Vous le voyez, cette pathologie est une pathologie fréquente que vous rencontrerez de manière assez une pathologie fréquente que vous rencontrerez. Et il vous faudra, à la fois avoir le raisonnement de médecin sur un plan diagnostique, le raisonnement de médecin sur un plan thérapeutique, mais le raisonnement de médecin sur un plan accompagnement du salarié, ce qui est à la limite le plus important actuellement en 2011. Je vous remercie.